Voilà, chers internautes, amis de Moutatimini officiel, bonjour et merci de nous suivre une fois de plus sur ce plateau de votre chaîne, la chaîne la plus aimée, la chaîne qui vous a toujours accompagné, la chaîne qui vous a toujours informé, la chaîne qui vous permet aussi de vous divertir, de vous former grâce à plusieurs prestations, plusieurs émissions qui sont diffusées ici, mais aussi la manière de traiter l'information. Nous sommes une fois de plus dans le compte de l'émission Panorama culturel, notre rendez-vous de tous les samedis à partir de 13h sur un boutique officiel et en direct. Pour ce jour, nous vous croyons une fois de plus très nombreux à suivre votre belle émission et votre chaîne aussi. Pour ce samedi, mesdames, messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau quelqu'un qui va bien sûr nous parler d'un sujet aussi important. Nous allons parler de l'encadrement et l'encadrement des élèves pendant les vacances et l'importance de la lecture. Mesdames, messieurs, pour ce sujet et pour bien sûr en parler avec plus de précision, Félicien Ngalamomé reçoit sur ce plateau de Moutatimini officiel Espoir Kalukenda Chingambu, qui est assistant à l'université pédagogique de Kananga. Il est aussi chargé de formation au sein de l'AGECO Kassai Centrale, l'association des jeunes écrivains du Congo. Assistant Espoir, bonjour. Bonjour, monsieur Félicien. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau de Moutatimini officiel ce jour. Alors, je venais de dire à ceux qui nous suivent que vous êtes assistant à l'université pédagogique de Kananga UPCAN. Vous êtes aussi chargé de formation au sein de l'association des jeunes écrivains du Congo, AGECO, section du Kassai central. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'autres choses que nous pouvons dire. Est-ce qu'il y a ajouté, et même si votre identité, votre nom, vos fonctions aussi, assistant Espoir. Merci, je pense que les noms, vous l'avez déjà dit. Je suis Espoir Kalukenda Chingambu. Autre élément qu'il faut ajouter sur ma présentation, c'est que je suis doctorant en sciences de l'éducation dans la même université où je suis assistant. Il s'agit de l'université pédagogique de Kananga, bien sûr. Je pense que c'est tout ce qu'il faut savoir de ma personne, mais il faut aussi savoir que je suis enseignant au secondaire, je suis à l'Institut technique commercial du Kananga. Merci. En tout cas, ça c'est bon. Monsieur Espoir Kalukenda, je vois presque partout. Vous êtes presque partout. Comment on peut vous appeler alors? Maître de la triple demeure, peut-être. En tout cas, ça c'est bon. Mesdames, messieurs, c'est avec l'assistant Espoir Kalukenda que nous allons bien sûr traiter ce sujet aujourd'hui. Nous allons parler de l'encadrement des écoliers pendant les vacances. Et aussi, on va dire quelque chose sur l'importance de la lecture. Assistant Espoir, d'abord de manière générale, vous êtes un peu partout. Vous êtes au secondaire, vous êtes à l'université, vous êtes aussi dans certains milieux des jeunes, des scientifiques aussi, dans des milieux culturels. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous d'abord vous comprenez ou qu'est-ce que vous vous donnez comme point de vue quant à l'organisation des vacances scolaires? Sont-elles vraiment importantes et quelle est la vision générale que vous avez des vacances scolaires pour les élèves? Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'elle est vraiment pertinente en ceci qu'elle va nous permettre de contextualiser certaines choses. Les vacances scolaires, bien entendu, sont un moment de détente. Et cette détente a une visée éducative. Cette détente, c'est un moment qui permet aux apprenants de pouvoir consolider les acquis scolaires. Mais il ne faut pas réduire toutes les vacances scolaires à une simple détente, à un simple repos. Au-delà de la détente, au-delà du repos, les vacances sont un moment pour se réinventer. C'est un moment pour pouvoir se ressourcer. Un moment pour permettre au cerveau de pouvoir réapprendre. Donc, pendant les vacances, bien sûr, on doit se divertir, mais on ne doit pas considérer les vacances comme une parenthèse sans apprentissage. Alors, par rapport à cette introduction, nous ne vous interrompons pas. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire de manière générale
Et comment vous trouvez la passation des vacances au Kassai central, et à Kananga particulièrement? Au Kassai central, il faut comprendre que les choses ne vont pas de soi. La situation socio-économique de la province est alarmante. Ce qui fait que pendant les vacances, les enfants, d'une manière générale, s'adonnent à des activités commerciales. Il y en a qui travaillent même dans des carrières. Vous voyez par exemple aujourd'hui avec la réhabilitation des routes, il y a des enfants qui se font recruter pour travailler dans des carrières. Et c'est bon parce que ça leur permet de se prendre en charge quand même. C'est bon, mais la loi congolaise n'encourage pas le travail pour enfants. En tout cas, c'est une pratique qui est courante. Malheureusement, sous les impuissants, j'allais dire, de l'État, qui devrait vraiment s'impliquer afin que les enfants soient bien sécurisés. Le fait de laisser les enfants faire les travaux qui ne correspondent pas à leur âge, en tout cas, c'est les exposer à des risques, ce qui n'est pas aussi bon. Donc, pendant les vacances ici au Kassai central, nous voyons des enfants qui travaillent dans des carrières. Certains deviennent des commerçants. Ils sont là le long des routes, montant, descendant, soit avec les jus, soit avec les cacahuètes, soit avec les beignets pour vendre et trouver de quoi manger. Qu'est-ce que vous favorisez? Vous encouragez le fait que ces enfants soient en train de se promener ça et là pour voler peut-être? Ils risquent de devenir des bandits un jour, ou c'est bien qu'ils se débrouillent pour se prendre en charge? Je suis de ceux qui pensent que la jeunesse doit être encadrée, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la jeunesse qui est l'avenir du pays ou d'une nation. Pendant les vacances, moi je pense que les enfants doivent être encadrés de plusieurs manières. Il y a par exemple des formations d'anglais qui s'organisent à travers la vie. Non seulement des formations anglaises, mais aussi des formations ayant trait à l'informatique et d'autres aspects de la vie. C'est pendant des moments comme ceci que les enfants peuvent solliciter l'inscription dans ces centres de formation pour pouvoir apprendre. Parce que, j'allais le dire, l'éducation ou l'apprentissage ne se limite pas à l'école. Quand on quitte l'école, cela ne veut pas dire qu'on a mis fin à son apprentissage. Il n'y a pas un diplôme d'université qui met fin à l'apprentissage. On apprend toute la vie. La vie elle-même est un apprentissage. Ouais. Et on peut apprendre de plusieurs manières. On peut apprendre par la lecture. Je suis content parce qu'au cours de cette émission, nous allons parler de l'importance de la lecture. On peut apprendre par des formations. On peut apprendre par plusieurs activités qui s'inscrivent dans cette visée-là. Donc, pendant les vacances, les enfants doivent être encadrés. Ils doivent être formés à certains métiers, par exemple, doivent être encadrés par des structures qui organisent des formations, ainsi de suite. Et par exemple, dans des familles, en dehors de certaines formations que les enfants doivent suivre, parce que vous avez évoqué cet aspect, et pour ceux qui sont encore au primaire, doivent-ils aussi se faire inscrire pour apprendre des notions telles que celles d'informatique, d'anglais, ou il y a d'autres activités peut-être qui peuvent être organisées afin de permettre aux élèves du primaire à pouvoir aussi apprendre? Vous savez, je disais que l'on peut apprendre de plusieurs façons. Au contact de la télévision, on peut apprendre. Au contact de la radio, on peut apprendre. Mais vous allez vous rendre compte que beaucoup de ménages à Kananga ne disposent pas d'appareils téléviseurs. Et ceux qui en disposent même n'ont pas assez de moyens pour acheter l'abonnement. C'est vraiment un problème parce que on peut aussi encadrer les enfants quand à la maison il y a un appareil téléviseur. Ça permet quand même aux enfants de rester là-bas, de suivre des émissions qui sont organisées à travers les chaînes et consorts. Mais c'est vraiment un défi par rapport à les émissions comme celles qui sont diffusées sur un bout officiel. Comme celle-ci, bien sûr. Voilà. Combien d'enfants ont accès à des émissions comme ça? En tout cas, c'est vraiment un problème. Alors, en famille, pour ceux qui sont des enfants de l'école primaire et ceux de l'école maternelle aussi,
Par exemple, pour ceux ayant achevé les cycles maternels dans certaines écoles, comme chez Pauline l'éternel, on a remis aux enfants les cahiers d'exercice. Donc, pendant les vacances, c'est pour que ces enfants-là continuent à se familiariser avec ce qu'ils ont appris sur les bancs de l'école, pour que ce qu'ils ont appris là ne puisse pas se volatiliser. Pour des enfants, par exemple, qui n'ont pas réalisé des performances dans le parcours de leur scolarité, les parents plutôt peuvent chercher pour ces derniers des répétiteurs qui peuvent les encadrer afin de les mettre à niveau acceptable pour la classe dans laquelle ils se retrouvent. Voilà ce que moi, je pense à ce sujet. Oui, merci beaucoup, Monsieur Espoir. Alors, nous sommes en train de parler toujours de l'encadrement des enfants pendant les vacances. Vous avez suggéré la lecture. Bon, moi, je voudrais savoir, un enfant qui est, par exemple, en deuxième année des humanités, et il veut passer en troisième, qu'est-ce qu'il doit lire concrètement? Qu'est-ce qu'il doit lire et pourquoi doit-il nécessairement lire? Oui, il faut comprendre que pendant qu'on étudie, on ne maîtrise pas tout. Vous êtes en face d'un certain nombre de cours. Il y en a que vous avez bien compris. Il y en a pour lesquels vous avez éprouvé des difficultés de compréhension. Donc, pendant les vacances, on peut recourir à ces notes de cours pour pouvoir approfondir la connaissance et maîtriser ce qu'on n'a pas maîtrisé. En dehors de cela, parce que on passe dans une autre promotion, on peut déjà commencer à s'intéresser aux matières prévues par le programme pour la classe concernée et on commence déjà à lire à titre informationnel. Nous allons parler des sortes de lectures, ce n'est pas encore le moment. Nous parlerons de lecture information. Quelqu'un veut s'informer sur un domaine particulier, il peut recourir aux livres qui peuvent lui fournir des informations dont il a besoin sur ces sujets-là. Mais en dehors de cela, on peut aussi lire des œuvres littéraires. Et là, il faut savoir qu'il y en a de deux catégories. Il y a des livres de fiction, par exemple. Vous avez les romans, vous avez les pièces de théâtre, vous avez des fables, vous avez des nouvelles et consorts. Mais il y a aussi des livres qui n'ont pas ces caractères-là fictifs. C'est des livres, par exemple, qui traitent de la motivation, les livres qui traitent, par exemple, de l'entrepreneuriat, les livres qui traitent de la psychologie, les livres qui traitent de la communication. Donc, on dirait les essais de manière générale. Les essais d'une façon générale, merci. Donc, on peut lire tout ce qui peut apporter à son esprit un plus. Ah, donc pour le moment, pendant les vacances, les élèves peuvent tout lire, mais surtout ce qui peut vraiment leur permettre d'avancer scientifiquement. Oui, on ne lit pas n'importe quoi. On lit ce qui est utile. D'où l'importance d'une lecture sélective. Ah. C'est pas tout qu'on va lire. Parce que pourquoi la lecture est un art difficile à être maîtrisé par beaucoup? C'est parce que les gens lisent sans objectif. Non, pour lire, il faut d'abord se fixer des objectifs. Au préalable, il faut savoir pourquoi vous lisez. Parce que parmi les sortes de lectures, il y en a aussi, on parle aussi de lecture des spécialités. La lecture des spécialités concerne les ouvrages qui traitent d'un domaine particulier que l'on voudrait approfondir. Et quelqu'un qui veut approfondir un domaine doit s'intéresser aux ouvrages qui y ont trait à celui-ci, afin de pouvoir approfondir sa connaissance dans ce domaine-là. Donc, on ne lit pas n'importe quoi, on lit ce qui est utile, on lit en rapport, parce qu'il ne faut pas aussi oublier, la psychologie différentielle nous le dit, nous n'avons pas tous les mêmes intérêts. Il y en a qui ont de l'intérêt pour les livres de fiction. Il y en a qui ont de l'intérêt pour des essais. Donc, on ne peut pas imposer à quelqu'un le type d'ouvrage qu'il va lire. Ça va dépendre de son centre d'intérêt. Il faut lire ce qui vous intéresse. Parce que en lisant des choses qui ne vous intéressent pas, vous allez tomber, vous serez ennuyé. Parce qu'il est ennuyé, il
il n'est pas intéressant de lire les livres dans lesquels on ne se retrouve pas. Pour que la lecture devienne une routine, parce que ça, c'est aussi une des techniques pour faire de la lecture une routine. Parce que, ça veut lire, c'est un art qui est difficile. Ouais. Généralement, pour beaucoup, vous pouvez prendre un livre comme ça, vous commencez à le lire, de pas même 3 minutes, vous commencez à somnoler. Directement. Mais comment faire pour que la lecture devienne une routine, une habitude, une nourriture quotidienne? D'ailleurs, je voudrais aussi que, par la même occasion, vous puissiez nous dire, lorsque un élève, parce que d'ailleurs, le conseil que vous prodiguez aujourd'hui à ceux qui nous suivent, je trouve qu'il ne s'intéresse pas seulement aux élèves de qui nous parlons maintenant, mais même aux étudiants, à ceux qui sont à l'université, même aux enseignants, assistants, professeurs d'université, comme vous êtes enseignant d'université, comme les autres aussi. Alors, lorsqu'on est devant un livre, on est devant n'importe quel texte. Alors, quelles sont les stratégies qu'il faut utiliser pour bien lire un texte et que doit-on faire après avoir lu un livre quelconque? D'accord. Parce que vous avez parlé de la lecture en milieu estudiantin. Permettez-moi, c'est une occasion que vous m'offrez de faire un peu l'état des lieux de la lecture dans les milieux, qu'ils soient scolaires ou estudiantins. Dans les milieux scolaires d'abord, parce qu'il est un fait de condamner les gens qui ne lisent pas. Mais il est aussi un autre fait de savoir est-ce que nous avons mis à la disposition de ces derniers des moyens matériels leur permettant vraiment de lire. Actuellement, nous avons des écoles sans bibliothèque. Moi, je pense que c'est un défi majeur que l'État congolais doit vraiment relever. Comment on peut initier les enfants? Parce que la lecture, c'est une initiation qui devrait commencer dès le bas âge. Dans l'écrit de détresse de l'enfant congolais en milieu scolaire, livre écrit bien sûr par Jean-Paul Yaoui Bayenzan, l'enfant congolais soupire, il dit, mais chers parents, vous me demandez de lire, je ne vous ai jamais vu avec un journal en train de lire. Cela est aussi un problème. La lecture doit commencer dès les bas âges. C'est en famille qu'on doit déjà apprendre aux enfants à lire. Et la meilleure façon d'apprendre aux enfants, c'est de leur servir de modèle d'exemple. Combien de parents lisent aujourd'hui? Parce que la jeunesse, parmi ses besoins fondamentaux, la jeunesse, j'allais dire, a besoin de modèles. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, nous sommes des modèles pour des jeunes générations? Oui, mais par exemple, un parent qui n'étudie pas, même s'il ne lit pas, c'est pas grave, parce que l'enfant doit lire parce qu'il peut pas, peut-être les examens comme les universités aujourd'hui qui sont en train de se préparer à la grande J'allais y arriver, ouais. On ne lit pas seulement parce qu'on doit se présenter aux examens. Non, mais c'est ça. Parce que, écoutez, l'objectif quelle est l'importance de la lecture? Parlons-en. Parce que vous avez voulu qu'on y arrive. Vous pouvez y aller. Parlons-en. Oui. Quelle est l'importance de la lecture? L'importance de la lecture, c'est pour développer l'esprit critique. C'est pour enrichir notre intuition. Pour parler de l'importance de la lecture, je préfère recourir à cette métaphore. La lecture des livres, bien entendu, et à l'esprit, c'est que la nourriture pour les corps. De même, un corps qui n'est pas nourri ne peut pas se développer. Donc, de même, l'esprit qui ne lit pas, il va stagner, il ne peut pas se développer. La lecture est à l'esprit. C'est que la nourriture pour les corps. Ah, vraiment. La lecture est à l'esprit, c'est que la pluie pour les sols. Ah bon? Vous savez, les sols, sans la pluie, il n'est pas fertile. Et quand il n'est pas fertile, on ne peut pas attendre de lui une production. Il faut que la pluie tombe pour pouvoir fertiliser les sols. Comme ça, vous pouvez attendre de ce sol-là une production. Donc, un esprit qui ne lit pas, c'est un esprit qui ne peut rien produire. C'est comme l'écrivain Espérant Kabemou Kenshai qui a dit dans son œuvre littéraire L'homme est noir, qu'il a publié récemment, oui, voilà. Il dit qu'il lit, c'est lit. Voilà. Donc quand on lit pas, on est en train de se lier. Je pense que Espérant dit ce que je vais dire maintenant même, mais en d'autres termes. Oui. La lecture, moi, je l'ai toujours conçue comme un chemin de libération. Ah, oui. C'est un moyen d'émancipation. Il s'agit ici de l'émancipation intellectuelle. Oui. Un esprit qui ne lit pas,
C'est un esprit qui est dominé par l'obscurantisme. Je veux parler de préjugés. Mais pour libérer son esprit de l'obscurantisme, de la servitude intellectuelle, de la dépendance intellectuelle, il faut apprendre à lire. Parce que quand vous lisez, ça vous permet de développer votre capacité de réflexion. Ça vous permet d'enrichir votre intuition, de la développer. Et puis, plus vous lisez, plus vous êtes au contact avec des mots nouveaux, vous êtes au contact avec des expressions, cela peut aussi avoir des répercussions sur votre propre expression. Donc, quand vous ne lisez pas, vous vous condamnez vous-même à une sécheresse intellectuelle et mentale. Ce qui fait que vous êtes devant un sujet qu'on vous demande d'analyser, de commenter, vous êtes incapable de le faire. Vous voyez aujourd'hui, pourquoi beaucoup de nos élèves au secondaire sont incapables de faire de bonnes dissertations? C'est parce qu'ils ne lisent pas. Mais pas seulement parce qu'ils ne lisent pas. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Ça peut quand même les aider. Mais c'est parmi vraiment des choses qui sont venus encore empirer la situation. Tout le monde s'en sert. Même les grands chercheurs, ils s'en servent pour produire. Vous êtes à l'université. L'université, permettez-moi de le dire, j'en parle d'ailleurs dans le livre que je vais publier bientôt. Ah bon? L'université, c'est un lieu du savoir. Et si tel n'est pas un secret, vous pouvez nous dire, ça sera quoi le titre de cet ouvrage? Bon, je parlerai, non, je suis en train d'écrire. Et le livre, son thème, c'est une philosophie de l'éducation pour les pratiques pédagogiques éclairées et efficaces. Ah, ça c'est bon. Vous savez, la philosophie de l'éducation, ce n'est pas le sujet, mais parce que nous avons hâte de vous lire. Oui, en tout cas. La philosophie de l'éducation, c'est une science qui réfléchit sur les valeurs de l'éducation, les finalités de l'éducation, mais aussi la nature de celle-ci. Alors, j'en profite dans mon livre pour déterminer la nature de chaque institution éducative. Parlant de l'université, j'ai dit que l'université, c'est un haut lieu du savoir, un lieu où se passe l'enseignement, la recherche et le service rendu à la nation. Mais il faut mettre en tête que la recherche a le long bras sur d'autres missions de l'université. La première mission essentielle de l'université, c'est de former des chercheurs. Mais quel type de chercheur qui ne sait pas lire? Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi à l'université, surtout avec l'intelligence artificielle, vous venez d'en parler. Les gens, au lieu de se concentrer, aller à la bibliothèque, parce qu'il y a des endroits appropriés pour lire, la bibliothèque. Allez chez les bibliothécaires, ils vont vous dire qu'ils ne reçoivent pas les étudiants, pas même les enseignants qui y vont pour pouvoir lire. En tout cas, c'est vraiment un problème. Les gens se contentent seulement de ce qu'ils trouvent sur l'intelligence artificielle. Ils conçoivent des notes de cours, ils se retrouvent devant les étudiants, ils sont incapables de répondre aux questions que ces derniers leur posent, les questions de fond, parce qu'ils se sont seulement contentés d'assembler les notes, de faire copier-coller. Ils prennent les notes sur un tel site, sur un tel autre, et ils en font des notes de cours sans toutefois aller aux sources. Non, la vraie connaissance, quand vous voulez l'avoir, il faut aller aux sources. Il faut interroger la source. La source, c'est quoi? La bibliothèque. Vous ne pouvez pas seulement vous contenter de prendre la pensée d'un auteur sur un site internet et vous commencez à la décortiquer devant les étudiants. Parce que cette pensée-là, cette citation-là, s'inscrit dans un contexte bien donné dans lequel le chercheur en a parlé. Mais vous, sans savoir où l'auteur a commencé et où est-ce qu'il a fini, vous prenez seulement cette citation-là qui sort du néant. Assistant Espoir, devant les fidèles amis, ceux qui suivent Motimi officiel, devant tous ces internautes qui sont en train de nous suivre, est-ce que vous pouvez leur servir des modèles en nous disant concrètement comment vous faites lorsque vous êtes un livre pour bien le lire? Pourriez-vous leur donner des stratégies que vous-même, vous avez toujours utilisées quand vous êtes devant le livre et comment vous parvenez à le faire? Oui, je suis pédagogue de formation. Je dispose d'une formation académique en pédagogie scolaire. Alors,
je sais qu'il y a plusieurs méthodes d'apprentissage. Et le choix d'une méthode d'apprentissage dépend d'une personne à une autre. Une autre. Bon, je vais partager mon expérience, hein, mais ce n'est pas une parole de l'évangile. Chacun de nous peut faire ce qu'il veut quand il s'agit de lire. Alors, moi, pour lire, parce que je disais que il faut d'abord élaguer une zone d'ombre. Il y a des gens qui pensent qu'on lit pour retenir. C'est pour ça que beaucoup échouent. On ne lit pas pour retenir. Ce n'est pas ça le but de la lecture. Le but de la lecture, c'est pour vous permettre d'élargir votre perception du monde. Vous permettre de comprendre le monde autrement. Parce que quand vous lisez, votre esprit est en train de s'édifier. Vous savez, le terme l'infinitif éduqué a des origines. L'origine, une qui est latine, une autre qui est grecque. Si on recourt à l'origine latine de ce terme-là, vous allez dire, éduquer vient de educare, qui signifie nourrir. Notre esprit doit être éduqué, c'est-à-dire il doit être nourri. Mais il est nourri à l'aide de quoi? Il est nourri à l'aide des connaissances. Ces connaissances-là, nous les trouvons à travers la lecture. Donc, ces connaissances-là vont devenir comme des briques qui vous permettent de construire votre esprit. Sans cela, votre esprit ne peut pas être endurant. Et quand vous lisez, c'est une manière de développer l'esprit. Vous savez, en anatomie, on dit qu'un organe qui ne s'exerce pas s'atrophie. De même, un esprit qui n'est pas exercé à la lecture, c'est un esprit condamné à s'atrophier. Sur le plan intellectuel, je veux dire. Moi, pour parler de mon expérience, voilà. J'utilise une lecture. Un livre aussi volumineux. Non, mais quand vous... ça aussi qui fait peur oui, aux étudiants. Quand vous voulez lire, ne regardez pas au nombre de pages. Dites-vous que je peux. Celui qui a écrit n'a pas eu peur. À peu près 300. Non, c'est 350 pages. Je peux vous rassurer que c'est un livre que j'ai déjà lu du début à la fin. En tout cas. C'est une question de discipline. Ah oui. D'abord, c'est une question de discipline. Parce que le temps à consacrer à la lecture, les gens trouvent que c'est du temps perdu. Pourtant, ce n'est pas un temps perdu. Ce n'est pas un temps perdu. Vous savez, on n'est pas érudit dans un domaine. On n'est pas savant dans un domaine. Mais on peut le devenir. J'évoque ici l'exemple d'Aristote, un philosophe grec, qui a marqué ses contemporains par ses productions. Lorsqu'il est allé déjà à 18 ans à l'école, à l'Académia, l'école philosophique ouverte par Platon, Platon l'avait surnommé liseur. Vous pouvez le vérifier, vous allez vous rendre compte que Aristote a marqué tous les domaines du savoir. Dans chaque domaine du savoir, il a au moins laissé un écrit. Cela n'est pas venu de soi. C'est parce qu'au départ, il a commencé par lire. Alors, il faut s'imposer la discipline pour lire. Et moi, j'ai fait une lecture active. C'est-à-dire une lecture dans laquelle j'essaie d'engager mon cerveau. Parce que si vous lisez et que votre esprit n'est pas à ce que vous lisez, en tout cas, vous n'allez pas tirer profit de ce que vous lisez. Il faut vraiment que votre esprit soit à ce que vous lisez. C'est pourquoi, parmi les bienfaits de la lecture développe aussi une forte capacité d'attention et de concentration. Alors, comment moi je procède? Lire, c'est converser avec l'auteur. René Descartes a dit que la lecture des bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles qui en ont été les auteurs. Alors, moi, quand je lis, j'essaie un peu d'interagir avec l'auteur. Vous pouvez me demander comment. C'est la question à laquelle vous devez répondre. Par exemple, quand je lis, il y a des choses
qui me viennent en esprit, qui contredisent soit l'auteur, qui soit contredisent l'auteur ou les soutiens. Ou les soutiennent plutôt. Oui. Alors, tout ce qui me passe en esprit lorsque je lis un livre, je les mentionne. Vous voyez par exemple ici, il a parlé, c'est un long paragraphe. Moi, j'ai résumé ces paragraphes. J'ai écrit par exemple relativité des valeurs morales. C'est une preuve que j'ai compris ce que j'ai lu. Parce que comprendre, c'est être capable de dire en d'autres termes ce que l'autre a dit. Oui. Ici, nous sommes déjà dans le domaine de l'herméneutique ou l'étude d'interprétation des textes. Donc, lorsqu'on lit, on doit essayer, quand on trouve de l'intérêt, par exemple, pour un paragraphe qui vous a fasciné, c'est pas mauvais de pouvoir souligner. Quand vous soulignez, c'est que vous avez trouvé un intérêt là-bas. Mais aussi, quand vous lisez, il faut éviter de faire comme si c'était une course. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la qualité de la lecture qui est bonne plutôt que la quantité de livres à lire. Ce qui prime, ce n'est pas la quantité de livres à lire. Parce qu'il y a des gens qui font la course de quantité de livres à lire. Non. Ce qui prime, c'est la qualité de la lecture que vous faites. Il ne faut pas, par exemple, ce livre a 350 pages. Vous vous dites, je vais lire ça en un seul jour. Oui, vous pouvez le faire, mais à quel rythme? À quel rythme? Parce qu'il y a des moments où, quand vous lisez, l'esprit commence à refuser. Quand l'esprit refuse, il faut faire une pause. Le but de cette pause-là, c'est pour permettre à l'esprit de réapprendre. Donc, en lisant, il faut avoir un rythme qui est vraiment normal, qui est adapté à votre personnalité, qui est adapté à vos conditions psychologiques. Aussi, il faut chercher des livres qui correspondent à vos intérêts. Ah oui, oui. Ça, c'est pour faire de la lecture une routine. Parce que si, par exemple, je vais vous le révéler, si j'étais encore en 6e année des humanités, je suis tombé sur un roman des Amengue Batukezanga, Banduki les sorciers. Oui. Vous êtes écrivain, vous êtes culturel, je ne peux pas vous... Mais peut-être pour édifier nos abonnés, Zamengue, c'est quelqu'un qui a un style plus simple, abordable à tous. Mais quand je l'ai lu, j'ai eu le goût d'aller chercher d'autres œuvres de Zamengue. Je suis allé les chercher sur Internet parce que, en tout cas, sa façon d'écrire m'avait vraiment le plus fasciné. Ça, c'est aussi un défi pour les écrivains. Je suis membre de l'association des jeunes écrivains du Congo, section Kassai centrale. Je lance déjà un message à mes collègues écrivains. Donc, quand vous écrivez, ce n'est pas pour le but d'épater. Vous écrivez pour édifier, pour informer. Oui. Pour cela, il faut adopter un style simple pour permettre aux lecteurs de continuer à lire vos œuvres à partir d'une seule œuvre qu'ils ont lue. Donc, ça, c'est aussi un problème, le style d'écriture. Il y a certains livres qui, lorsque vous les lisez, vous ne trouvez rien d'intéressant à eux. Et cela peut aussi ennuyer les lecteurs et dire, ah, quand je vais lire là, qu'est-ce que je vais trouver de bon? Mais si vous donnez, si dans votre livre, il y a un contenu enrichissant, il y a un contenu intéressant, vous pouvez aussi susciter l'intérêt de la lecture auprès de ceux qui vous lisent. Oui, en tout cas, merci beaucoup, monsieur l'assistant, Espoir Kalokenda Chingambu. Nous vous recevons aujourd'hui, pour ceux qui viennent de nous capter, nous sommes dans le cadre de l'émission Panorama culturel sur notre plateau de Moutachimini officiel. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous parlons de l'encadrement des écoliers pendant les vacances et l'importance de la lecture. L'assistant Espoir a évoqué beaucoup de choses, mais nous pourrions lui demander aussi, parce que nous sommes en train de tendre petit à petit vers la fin de l'émission, mais ceux qui ont des questions peuvent nous les poser parce que l'émission est en direct. Des questions, des réponses leur seront réservées facilement parce que l'assistant s'y connaît vraiment
je le vois évoquer beaucoup de citations, ce qui montre que vraiment il est un modèle pour ceux qui apprennent à lire. Alors, Assistant Espoir, dites-nous, qu'est-ce que, ou en tant que chargé de formation à la GECO, au sein de l'Association des jeunes écrivains du Congo, qu'est-ce que vous suggérez aussi aux élèves pendant ce temps de vacances? Est-ce qu'ils peuvent aussi donner à l'écriture? Comment peuvent-ils le faire? Est-ce qu'il y a un cadre aussi, un cadre d'apprentissage pour ça? Oui, parce que je disais tantôt que les élèves pendant les vacances doivent être encadrés. Nous, au niveau de la GECO, nous avons pensé à cela et nous avons trouvé une solution à notre niveau. Si des partenaires peuvent nous soutenir pour des actions de grande envergure en faveur des étudiants, en faveur des enfants, des élèves, je vais dire. Au niveau de la GECO, au département de formation, que je gère d'ailleurs, nous organisons pendant ces vacances des séances de formation à l'endroit des jeunes, d'une façon générale. Il y a des formations qui portent sur l'art oratoire, il y a des formations qui portent sur l'écriture, parce qu'il y en a qui ont en eux ces talents-là d'écrire, qui veulent écrire, mais qui n'ont pas de formation adéquate pour y arriver. Nous, déjà à notre niveau, nous proposons ces formations-là pour aider ceux qui ont les talents de pouvoir les développer, pour aider ceux qui ont ces rêves-là d'écrire, de pouvoir les matérialiser. Déjà à partir du 4 août au 9 août, nous allons organiser une formation qui va porter sur l'écriture. Devenir écrivain, est-ce facile? Quelles sont les exigences de l'écriture? Comment on peut devenir écrivain? Comment peut-on trouver l'inspiration? Et comment gérer l'inspiration? Il y a beaucoup de thèmes qui seront développés. Ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter pour plus de précisions, pour s'inscrire. Est-ce que même les élèves peuvent aussi parvenir à écrire? Est-ce que vous avez des preuves? Nos portes sont ouvertes à tous. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, nous venions d'organiser un méga culturel au cours duquel nous avons procédé au vernissage de 2 anthologies. Mais ne soyez pas étonnés, ces anthologies-là ont été produites par des élèves, des filles du secondaire pour la plupart. En tout cas. Il y a même des élèves de 3e année des humanités, 2e année des humanités, 4e année des humanités. En tout cas, c'était une surprise pour le public. Et je pense que cela doit avoir suscité aussi cet intérêt-là d'écrire dans les chefs de beaucoup de jeunes qui étaient venus, de voir que c'était des jeunes filles, mais qui ont vraiment écrit. Et comme nous œuvrons pour l'encadrement des talents, nous les avons aidés à faire éditer leurs livres, à les publier. Nous avons organisé une séance de vernissage quant à ce. C'est que nos portes sont ouvertes à tous, étudiants, élèves. On peut écrire à tout âge. Ah, ça c'est bon. Parce que écrire, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit pour partager. Pourquoi on écrit? On écrit pour partager son expérience avec les gens. Et pour partager l'expérience, même un enfant de 5 ans, je pense qu'il y a une expérience à partager avec les autres. Oui. En tout cas, ça c'est bon. Assistant Espoir, nous sommes en train de tendre vers la fin de l'émission. De manière brève, qu'est-ce que nos abonnés peuvent retenir? Qu'est-ce que tous les amis de Motivation Officiel peuvent retenir? Tous les étudiants qui sont en train de suivre maintenant, ils sont très nombreux, des différentes institutions supérieures universitaires, beaucoup d'élèves.